Alors aujourd'hui, on continue notre voyage avec Philippe IV le Bel. Et plus précisément, sa confrontation avec un homme qui s'appelle Benoît Caetani. C'est un Italien, mais tout le monde le connaît sous le nom de Boniface VIII, pape de Rome, qui a officié entre 1294 et 1303, année de la fin de son règne. Nous allons voir pourquoi. C'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéval et historien à 16 heures ou le contraire. Dans la première partie de la série sur Philippe IV le Bel, nous avons pu voir que ce roi était quelqu'un de très droit, de très religieux, mais également saisi par un sens de la justice, un sens du droit, un sens de l'identité du royaume de France. Et le droit, ce que l'on va appeler la nation, c'est lui, c'est Philippe IV le Bel. Aussi, il ne sera aucunement question que quiconque remette en jeu les prérogatives royales sur le royaume. Et pourtant, un homme va s'y essayer. Cet homme, c'est le pape Boniface VIII. Alors au début, entre Boniface et Philippe, tout va bien. Car souvenons-nous que Philippe et son entourage ont demandé au pape un procès en canonisation de Louis IX, son grand-père qui va devenir Saint-Louis. Ainsi, par ce geste, Boniface s'attire les bonnes grâces du royaume de France et de son roi. Mais problème, Philippe IV a toujours des ennuis d'argent et ça va le suivre pendant tout son règne. Alors évidemment, il y a l'impôt, il y a la dévaluation. On en reparlera dans un prochain épisode. Mais il y a aussi l'Église, parce que l'Église, elle permet au roi ce que l'on appelle les décimes. Les évêques et les prêtres vont payer un pourcentage de leurs impôts au roi. Et en quel honneur? Eh bien par exemple, lorsque le roi veut partir en croisade. Alors évidemment, Philippe IV va souvent partir en croisade. Enfin, il va le dire. Il ne le fera jamais, évidemment. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les décimes. Mais il vient un moment où l'argent manque encore. Alors à un moment, il va commencer à pas vraiment spolier, mais mettre la pression sur les évêques. Et évidemment, cela ne va pas plaire à Boniface, parce que les évêques, c'est lui. Alors évidemment, il y a longtemps que le pape et le roi, ainsi que l'empereur d'Allemagne par exemple, sont en concurrence. Il y a l'affaire du temporel et du spirituel. Certes, le spirituel appartient au pape, et le temporel aux grands de ce monde, aux rois et aux empereurs. Mais souvent le pape va essayer de rogner sur le temporel et de l'arracher aux mains des rois. C'est ce que va faire Boniface VIII avec Philippe. Alors, quand il y a litige entre le pape et Philippe, Boniface va lui écrire des bulles, c'est-à-dire qu'il rend un édit, qu'il écrit un texte qui va être diffusé dans toute la chrétienté. Le premier, il est de 1996 et s'appelle Clericis Laicos. Le pape dit, les évêques, c'est moi, leur argent, c'est moi, on ne touche pas. Ce à quoi évidemment Philippe riposte. Et il répond, oui, le spirituel d'accord, mais les évêques ont aussi du temporel, ont aussi des biens matériels. Et les évêques doivent participer au financement des affaires de l'État et au financement de la guerre. Alors au début, on s'écrie, et c'est mon très cher fils, souviens-toi que tu es mon fils bien-aimé, patati patata. Et Philippe répond, mon très saint-père. Ça reste relativement calme. Et puis, il y a l'affaire d'un évêque de Pamiers qui s'appelle Bernard Cessé et qui va être purement et simplement arrêté par des agents du roi de France et ramené manu militari à Paris pour y être jugé, alors que tous ses biens sont mis sous séquestre et même certains de ses serviteurs vont être emprisonnés et torturés. Alors évidemment, cela, Boniface ne peut le permettre. Il va écrire une bulle en 1301. Ausculta fili, écoute mon fils. Alors là, c'est plus drôle du tout, parce que il faut vous dire que Boniface VIII, il est très mégalo. Évidemment qu'il est le successeur de Saint-Pierre, mais selon lui, Saint-Pierre a fait de lui
le représentant direct du Christ. Il est le maître de toutes choses sur terre. Il est le dépositaire de toutes les âmes humaines, de toutes les choses qui se passent en ce bas monde. Et il détient les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel. Glaive temporel que l'Église prête au roi. Mais lorsque le roi se conduit mal, le pape reprend le glaive. Et on le voit arriver au Latran, au Vatican, avec des habits rouges ou noirs, et son épée, dont il décrit les deux taillants, le taillant spirituel et le taillant temporel. Alors maintenant, c'est la guerre entre les deux. Parce que de son côté, Philippe le Bel se sent insulté, parce que le pape lui donne des ordres directement, et il conspue tous ses serviteurs, dont le garde des Sceaux, Pierre Flotte, qui écrit justement ce que le roi veut entendre et veut dire au pape. Alors, Pierre Flotte va faire un condensé de la bulle à Ausculta Fili. Alors, il ne va pas tricher, il ne va pas rajouter des choses, parce que le ton est extrêmement dur dans cette bulle papale, où il prend toutes les attaques directes contre le roi et le royaume. Et Philippe a l'intelligence de diffuser, non pas la bulle papale qui est beaucoup trop compliquée pour le bas peuple, mais cette bulle se résumer. Et alors là, tout le monde est contre le pape, parce que chaque Français se sent outragé par rapport à son roi et par rapport à la nation française qui est attaquée, cette nation qui est en train de naître. Alors Philippe a encore l'intelligence de convoquer un concile avec les trois ordres, ceux qui prient, les clercs, ceux qui se battent, la noblesse, et ceux qui travaillent, les paysans et les artisans. Ils sont plus d'1 millier, et ce sont déjà les états généraux avant la lettre. On voit bien ici la modernité de Philippe le Bel. Et pour recevoir ce plus d'1 millier de représentants de toutes les régions de France, il faut la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors là, Philippe est assis sur son trône et il ne dit rien. Il écoute, il regarde, il juge. C'est son conseiller, Pierre Flotte, le garde des Sceaux, qui va évoquer tous les litiges avec le pape et ce qu'il faut faire. Alors le roi a ordonné que le concile du Vatican soit interdit aux évêques. Il ne laissera partir que ceux qui ne dépendent pas de ses états royaux, c'est-à-dire par exemple les Bourguignons ou les Aquitains. Mais ceux qui dépendent de la juridiction du roi de France ont ordre de rester en France. Alors évidemment, quand Boniface VIII voit moins de la moitié des évêques venir à son concile, en 1302, il n'est pas content du tout. Et il va publier une nouvelle bulle, Unam Sanctam. Là vraiment, on est à couteau tiré. Boniface, dans ses élans de mégalomanie et de paranoïa, va attaquer presque physiquement le roi de France. Il fait peser la menace de l'excommunication, comme Grégoire VII l'avait fait en son temps, avec l'empereur d'Allemagne Henri IV, et avec l'humiliation à Canossa. Alors, Philippe va faire bonne figure, et devant le peuple, devant les évêques, il va reconnaître peut-être certaines fautes de ses serviteurs, à mots couverts. Et il va avoir une attitude assez humble par rapport à Boniface. Parce qu'en 1302, la chevalerie française a connu la défaite de Courtrai contre les Flamands. Et là, pour tout le monde, c'est un signe de Dieu. Dieu a vaincu la chevalerie française avec ses milliers d'éperons qui se retrouvent pendus dans la cathédrale de Courtrai. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc Dieu a puni les Français, a puni l'arrogance de Philippe. Et ça, Boniface en est conscient. Cela a marqué les esprits. Alors on arrive en 1303 et la guerre entre Boniface et Philippe est à son paroxysme. Et pour faire simple, Philippe va envoyer son nouveau plus proche collaborateur, qui n'est pas encore garde des Sceaux. Le pauvre Pierre Flotte est mort à Courtrai en combattant. Ce nouveau collaborateur, c'est Guillaume Nogaret. Guillaume Nogaret est le pape. Et lorsque Philippe lui demande de le rencontrer dans sa résidence secondaire à Anagni, en plein milieu de l'Italie, sous les fortes chaleurs du mois de septembre, il y va. Et en cours de route, il rencontre Sciarra Colonna. Colonna, c'est une des fameuses familles qui domine Rome
et qui sont opposés aux Caetani, la famille de Boniface. Et justement, Boniface a fait enfermer un cardinal Colonna et a fait pourchasser les membres de cette famille. Il leur a pris tous leurs biens. Alors Sciarra Colonna trouve une bonne façon de se venger de Boniface. Alors, la petite troupe armée arrive à Anagni avec les quelques gardes. Elle pénètre dans ce petit château. Et l'entrevue avec Boniface tourne très rapidement au vinaigre. Parce que Guillaume de Nogaret a reçu l'ordre de ramener le pape en France pour le faire juger pour hérésie. Et également pour l'assassinat de son prédécesseur Célestin. Les esprits sont tellement échauffés que Sciarra Colonna, qui est en armure, retire son gantelet de fer. Et il gifle à la volée le pauvre Boniface, qui, en 1303, a 68 ans. Le vieillard reçoit cette gifle de métal en plein dans la figure. Il s'écroule par terre. Il tombe inanimé. Ses conseillers essaient de le soigner et les Français attendent qu'il se remette pour l'emmener en France. Mais tout le peuple de la ville d'Anagni est ulcéré par le comportement de la troupe française. Elle met le siège devant le château et les Français sont obligés de partir, laissant Boniface VIII qui va mourir un mois après à Rome. Ainsi se clôt la querelle entre Philippe, le roi de France, qui a maintenu ses positions et qui a fait comprendre qu'aucun pape ne pourrait marcher sur ses plates-bandes, et Boniface, le pape qui avait cru pouvoir rogner le temporel du roi. Alors son successeur, il va s'appeler Clément V. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme vous le savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.